Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Hugh. Chronique. Quel avenir avec mon parent addict? Cher auditeur, voici la question à 1 million. Cela fait des semaines qu'il me démange de démarrer cette chronique, car elle est au cœur de mes préoccupations depuis toujours, aujourd'hui plus que jamais. Cette question du devenir de la relation avec ma mère alcoolique est devenue l'épicentre de mon fardeau de l'aidant d'enfant d'addict. Car elle regroupe l'ensemble des facettes qui le composent. Plus encore, elle les lie les unes aux autres, aussi paradoxales puissent-elles être. Résultat, elle génère dans mon ventre, dans ma tête, un état de profonde confusion. Quelle attitude adopter face aux imprévisibles et incessants switches de ma mère? Que faire face à ma peine à perpétuité, cette responsabilité qui m'incombe en tant qu'enfant devenu adulte, à veiller sur la personne qui m'a donné la vie? Que faire lorsque mon ventre m'encourage à sauver ma peau, à délaisser mon parent malade et instable? Comment accueillir la culpabilité inhérente à cet acte sans que cela ne me torture? Quand ces questions s'imposent à moi, ma première réaction est de me dire que couper les ponts avec ma mère serait sans doute la solution la plus saine. Quelque part au fond de moi, je le sais, je le sens. Chaque nouveau message empli de toxicité qu'elle m'adresse me rapproche de cette issue. Elle me paraît incontournable. L'ennui, c'est que la peur me rattrape. Je suis envahi par une sensation vertigineuse comparable à un saut dans le vide. Tourner le dos à ma mère me demande un véritable lâcher-prise, c'est angoissant. Aujourd'hui, je ne suis pas prête à la laisser errer dans la nature, car je suis terrorisée à l'idée qu'un jour, l'alcool endommage son cerveau et la transforme en zombie dépourvu de toute lucidité. Je suis inquiète pour son avenir financier et par extension pour le mien. Alors je ne sais pas quoi faire. Me voilà partagée entre ces deux directions à suivre. Je n'ai de cesse de les envisager chacune, de m'y projeter. J'ai l'impression d'être une girouette. Ça me donne le tournis. Je regrette de manquer de cohérence, d'aplomb. C'est totalement inconfortable. Cela fait un bon moment que je ressens dans mes tripes, dans mon ventre, le besoin de trancher une fois pour toutes, de faire un choix et de m'y tenir. Que je détermine une conduite à tenir vis-à-vis de ma mère pour ainsi cesser de risquer de perdre à tout moment l'équilibre si précieux que je me suis construit. À l'heure où j'écris cette chronique, je me trouve justement chez ma mère. Je suis dans le salon familial, assise dans le canapé à côté du vide laissé par mon père. Je fais face à l'immense hibiscus qu'il chérissait tant. Ces magnifiques fleurs rouges ont d'ailleurs éclos le jour de mon arrivée. Hasard ou signe? Quoi qu'il en soit, le séjour que je viens de passer avec ma mère ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais prévu. Je l'envisageais comme une mission de la plus haute importance, convaincre ma mère de me laisser avoir un droit de regard sur ses finances, pour ne pas tout perdre, pour ne pas toucher le fond. C'était viscéral, vital pour moi de parvenir à mes fins. Cela faisait des semaines que je me préparais à cette visite. J'ai cultivé une énergie de détermination sans faille. Pour l'occasion, j'ai même injecté une dose d'anesthésiant à mon ventre, pour le protéger des dommages collatéraux inhérents à cette mission délicate. Dans le cas où ma mère réagisse très mal à ma demande, et que Mr. Hyde se déchaîne à travers son mode opératoire numéro 2. Au sein d'une précédente chronique, j'ai abordé la dissolution de notre filiation parent-enfant survenue suite au décès de mon père. Eh bien cette fois, je crois qu'il s'agit d'un processus plus profond que cela. C'est presque comme si j'avais déshumanisé l'image de ma mère addicte, de telle sorte que l'enjeu matériel l'emporte désormais sur l'enjeu humain. Ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas vu ma mère. Je l'ai trouvée changée, mais bizarrement, dans le bon sens du terme. Pas de glu collante et noir qui émane d'elle, pas de réflexion cinglante, aucun coup bas à l'horizon, jour après jour. C'est au cours d'un repas en tête-à-tête que ma mère a évoqué le podcast SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches. J'ai perçu à ses commentaires qu'elle avait bien écouté tous les épisodes. Ça a immédiatement changé l'ambiance, l'énergie de nos échanges, comme si l'abcès qui s'était rempli de pus depuis toutes ces années avait crevé en quelque sorte. Honnêtement, ce n'est pas rien de me tenir face à ma mère sobre, autour de cette table à la symbolique forte,
de soutenir son regard tout en réalisant qu'elle connaît désormais les moindres recoins de mon ventre. Mes blessures, mes combats, mes espoirs, mes deuils, mes sentiments. J'ai senti la politique de l'autruche s'écrouler à cet instant. C'était très puissant car ce mouvement s'opérait au sein même du huis clos. La maison mère, le terreau où la dictature de la politique de l'autruche avait pris racine 30 ans plus tôt. De la même façon qu'un sortilège est rompu à la fin des contes de fées, l'énergie de la maison familiale s'en est trouvée transformée. « Gloire au ventre !» ont crié à l'unisson toutes les Charlottes à l'intérieur de moi. Encore un moment que je ne suis pas près d'oublier. Je pense que ma mère ne l'exprimera pas, mais l'écoute de mon podcast a dû créer quelque chose en elle. Elle s'est pris mon témoignage criant d'authenticité de plein fouet, et je crois qu'elle s'est résolue le temps d'un instant à cesser tout faux semblant, comme si elle n'avait plus rien à perdre, à dissimuler. Et oui, force est d'admettre que nous n'en sommes plus là. C'est avec une apparente facilité qu'elle a abordé l'évolution de son état de santé, l'avancée de son addiction, son incapacité à se retenir de consommer, l'influence de ses émotions sur la quantité d'alcool qu'elle ingurgite, son inquiétude de voir son foie commencer à manifester de réels signes d'altération. Et c'est avec un naturel déconcertant qu'elle a accueilli sans vaciller mon ultime confession. Tu sais, maman, si ton foie n'est pas le premier à lâcher, ce sera ton cerveau qui va dégénérer. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai besoin de me protéger de toi. J'aimerais qu'on fasse le point régulièrement sur tes finances pour être sûr que tu es encore en capacité de gérer. Ce à quoi ma mère a répondu, le visage quelque peu crispé. « Oui, on va faire ça maintenant si tu veux. Je te remercie d'être là et de prendre le temps de regarder tout ça avec moi. » Waouh! Mission accomplie. C'est avec la plus grande douceur que mon ventre est sorti de sa torpeur et a accueilli la gratitude. Une énorme masse de tourments a quitté tout à coup mon fardeau de l'aidant d'enfant d'addict. Et au cours des heures qui ont suivi, j'ai savouré cette sensation de légèreté. À présent, je repense aux fleurs de mon père qui ont éclos à mon arrivée dans la maison familiale. Une partie de moi ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit peut-être d'un signe d'espoir. Ma mère est parvenue, je ne sais comment, à contenir son ivresse durant mon séjour. Elle manifestait un certain dynamisme et m'a invité au restaurant pour déjeuner. Au cours de ce moment hors du temps, je me suis surprise à baisser ma garde, à lui parler, lui raconter ma vie, lui livrer des morceaux de moi, dont je l'avais jusqu'alors privée en guise de punition d'être la mère instable qu'elle est. Puis nous sommes allés faire les magasins ensemble et en rentrant, elle m'a proposé de faire un jeu de société. Mon ventre et ma tête n'y comprenaient plus rien. Qu'importe, j'ai profité de cette journée insolite. Je l'ai vécue en fille qui partage un moment de complicité avec sa maman. Soleil dans mon ventre. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai éprouvé un sentiment inhabituel en repensant à cette escapade aux allures surnaturelles. Une triste joie s'est infusée dans chacune de mes cellules. De la joie, car j'ai reçu comme un cadeau ces moments fraîchement vécus en compagnie de ma mère. De la tristesse, car je me suis aperçue que l'amour et l'affection vis-à-vis d'elle continuent à vivre au sein de mon être. J'ai été traversée par une forme de désolation face à ces sentiments que je ne pensais plus abriter dans mon ventre, ou plutôt que je n'espérais plus éprouver. Car tu vois, cher auditeur, force est de constater que je me suis encore une fois leurrée moi-même. Malgré tout, aussi dingue que ça puisse me paraître, j'aime toujours ma maman. Et sans pour autant nourrir d'attente, je constate que j'accueille en moi l'espoir d'avoir l'occasion de la rencontrer de nouveau. De l'écrire, ça me pique les doigts et le ventre, car la prochaine fois n'arrivera peut-être pas, à cause de l'alcool, de Mr. Hyde, de son foie qui pourrait lâcher ou de son cerveau altéré par la maladie. C'est moins difficile d'assister à l'autodestruction de son parent lorsqu'on le tient à distance de son cœur. Là tout de suite, j'essaie de voir le verre à moitié plein, de remercier la vie pour ce moment doux et surtout tellement inattendu. Malgré tout, je les sens à l'intérieur de moi, toutes ces facettes de mon fardeau de l'aidant d'enfant d'addict. Comme d'habitude, elles se bousculent, s'entrechoquent, elles génèrent les fameuses montagnes russes d'émotions,
celle que j'ai longtemps considérée comme une faiblesse, que j'ai appris à considérer tout au long de la création de mon premier podcast comme l'expression d'une partie de mon humanité. C'est bien beau dit comme ça, hein, mais concrètement, je ne parviens pas encore à les accueillir aussi sereinement que je le souhaiterais. Il est tard, et je suis là, en tête-à-tête avec ma solitude, face à cette question qui m'apparaît plus insoluble que jamais. Quel avenir avec mon parent addict ? Fin de la chronique.